Salut à tous! Est-ce que vous connaissez FreeMint? Eh bien FreeMint, c'est un noyau multitâche pour ordinateur Atari ST et compatible. On entend souvent dire que FreeMint c'est compliqué. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une vidéo à l'arrache pour vous montrer qu'installer FreeMint de nos jours, c'était devenu presque simple. Le meilleur environnement pour utiliser FreeMint, c'est la machine virtuelle Aranim. Alors Aranim, à la base, c'est un émulateur Falcon, mais un Falcon incomplet. En revanche, Aranim a des fonctionnalités supplémentaires, comme un processeur 68040 très rapide et des modes vidéo étendus. Donc de nos jours, Aranim, c'est tout simplement l'environnement le plus rapide du monde pour utiliser les logiciels Atari. Allez hop, c'est parti! Dans le navigateur, je recherche Aranim. Bon, ça tombe bien, le premier lien qui sort, c'est le site officiel aranim.github.io. Donc je clique dessus, voilà, on arrive sur le site d'Aranim. Dans la section de gauche, je clique sur Download. On nous dit que la dernière release, c'est la version 1.1.0, qui est disponible ici. Donc je clique. Du coup, on arrive sur GitHub dans l'espace des releases. Je descends un peu plus bas, et on tombe sur les fichiers d'installation. Alors pour Windows, il faut prendre l'une des deux versions Cygwin. Donc il y en a deux, je vous conseille de prendre la première qui s'appelle SDL1 parce qu'elle est plus stable. Donc j'enregistre le fichier, je le mets sur le bureau par exemple, ça ira très bien. Et le voilà. Donc je lance cet exécutable. Ah, alors il y a Smart Screen qui se déclenche parce que Windows ne connaît pas cet exécutable. Bon, je viens de le télécharger sur le site officiel d'Aranim, il n'y a pas de problème. Donc je fais information complémentaire. On nous dit que c'est un éditeur inconnu, c'est pas grave, je fais exécuter quand même. Ah, en bas, on me demande les droits administrateurs. Je clique sur oui. Et on arrive dans le setup d'Aranim. Donc, welcome, très bien, next. La licence GPL, c'est très bien, je suis d'accord. On nous demande qu'est-ce qu'on veut installer. Alors là, je vais installer les core files. Par contre, je vais décocher les raccourcis du menu démarrer et du bureau, parce que, comme c'est une installation temporaire, j'ai pas besoin de ça. Ensuite, le répertoire d'installation, ben là aussi, comme c'est temporaire, je vais installer ça sur le bureau. Donc on voit qu'il va me créer un répertoire Aranim sur le bureau. Et je fais install. Vous voyez, c'est pas long, c'est déjà fini. Je fais close. Donc voilà mon répertoire. Je l'ouvre. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On voit qu'on a 3 exécutables d'Aranim. Je vous en parlerai après. Et on voit qu'il y a des DLL de Cygwin parce qu'en fait, dans ce répertoire, on a à la fois une install locale de Cygwin plus les exécutables d'Aranim. Donc pas besoin d'installer Cygwin auparavant. Donc si je lançais Aranim maintenant, ça ne marcherait pas, tout simplement parce que Aranim c'est une machine virtuelle, mais elle ne va pas simuler le TOS. Donc j'aurais besoin du TOS d'Atari, notamment le TOS du Falcon. Mais on ne va pas aller chercher le TOS du Falcon parce qu'il y a autre chose qui est fourni avec FreeMint. Donc je laisse ça de côté pour l'instant. Et je relance mon navigateur favori. Et cette fois-ci, je vais chercher FreeMint. Alors FreeMint, que je ne me trompe pas de site, il s'agit de ce site-là, freemint.github.io. Welcome to the FreeMint project website. Voilà, donc c'est ce site-ci. Alors pour télécharger FreeMint, il faut descendre assez bas sur la page. Là, il y a les téléchargements. Ce qui nous intéresse, ce sont les snapshots. Parce qu'en fait, les snapshots, ils sont construits très régulièrement. On nous dit qu'ils sont construits après chaque commit. Alors les boutons, ce sont ces gros boutons-là, en gris et bleu. Donc c'est la première version qui nous intéresse, parce qu'on nous dit que c'est bootable, préconfiguré, pour des machines telles que les ST, les machines à base de 68020 supérieurs, donc le Falcon, Aranim, le Firebee, c'est les machines qui nous intéressent, puisque là, il y a Aranim. Donc je clique ici, et on arrive sur Bintray. Alors Bintray, c'est tout simplement un site web qui permet de déposer des binaires pour qu'ils soient facilement téléchargeables. Donc je descends un peu plus bas, et donc là on voit qu'on a plusieurs versions. On a la version de FreeMint pour STSTE, pour Firebee, pour Aranim, et pour TT Falcon et Clone. Donc celle qui m'intéresse, c'est bien sûr la version Aranim.
Donc je clique dessus, je l'enregistre, le bureau, ça me va très bien, je ferme ça. Donc voilà l'archive. Donc je l'ouvre avec 7-zip. On voit qu'il y a un répertoire Aranim, c'est très bien. Et voilà, tout FreeMint, c'est là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un répertoire Drive-C, donc ça contient les fichiers de FreeMint et tout ce qu'il faut déjà préconfiguré. Ensuite, il y a un répertoire Emutos. Donc Emutos, en fait, c'est une ROM compatible avec le TOS d'Atari. Et pour Aranim, en fait, Emutos est plus performant parce qu'il a des fonctions supplémentaires pour gérer Aranim. Ensuite, on a un fichier de config qui permet de configurer Aranim pour tout ça. Et enfin, un fichier batch qui s'appelle runme.bat qui va permettre de lancer le tout. Alors j'ai oublié de vous dire, mais on vient de télécharger Aranim pour Windows. Bien sûr, Aranim existe aussi pour les autres systèmes. Par exemple, si vous avez un système Linux de type Debian ou Ubuntu, il suffit de faire simplement apt install Aranim. Et ensuite, tout le reste, ça va se dérouler de la même manière. Donc ici, j'ai les fichiers de FreeMint, et ben c'est tout simple, je les prends et je les dépose ici dans le dossier d'Aranim. Ça se dézippe, ça se copie, et c'est fini. Voilà, et ben ça y est, c'est installé. Donc il n'y a plus qu'à lancer. Je vois que le fichier runme.bat se trouve juste là, alors je vais m'empresser de double-cliquer dessus. On voit que la ROM d'Emutos se lance, donc ça c'est bon signe. Ensuite, le noyau FreeMint, une grande fenêtre. Alors la première fois, le bureau Teradesc nous dit qu'il n'arrive pas à trouver son fichier de configuration. Donc comme on vient de tout installer à partir de zéro, c'est normal. Donc je vais simplement cliquer sur OK. Et on arrive sur un grand bureau vert. Donc c'est terminé. Alors je viens d'installer Aranim et FreeMint, et comme je vous avais dit, vous avez vu, c'était quand même pas très compliqué. Donc du coup, vu que tout s'est bien passé, je peux simplement vous dire au revoir. Enfin, ça serait un peu dommage, hein, parce que vu qu'on est arrivé jusque-là, je vais quand même vous montrer quelques autres bricoles. La première, c'est la taille de la fenêtre. Comme vous pouvez voir, la fenêtre d'Aranim, telle qu'elle est en ce moment, elle est un peu trop grande pour mon écran. On voit la barre de titre, mais on ne voit pas le bas de la fenêtre. Donc, il faut changer la résolution de l'Atari. Alors pour ça, voilà comment faire. Je clique avec le bouton du milieu, ça me permet de libérer la souris, et je ferme la fenêtre d'Aranim. Je remonte en haut du dossier, et je rentre dans le répertoire Drive-C. Ici, il y a un fichier qui s'appelle fvdi.sys. En fait, c'est un fichier texte, c'est le fichier qui permet de configurer fvdi. Donc pour l'éditer, je fais bouton droit, et éditer avec Notepad++, parce que c'est simplement mon éditeur favori. Pour y voir un peu plus clair, je vais dans le menu langage et je sélectionne Shell. Comme ça, ça permet de coloriser en vert les lignes de commentaires qui commencent par un dièse. On y voit beaucoup plus clair. Je descends en bas et on voit qu'il y a une seule ligne qui n'est pas en commentaire. C'est la ligne qui définit la résolution de la fenêtre d'Aranim. Donc par défaut, c'est 1024 par 768 et je vais remplacer ça par exemple par 800 par 600. Ça devrait aller. J'enregistre, je ferme, je reviens dans la fenêtre, je reviens dans le répertoire d'Aranim, je descends et je lance à nouveau runme.bat. À nouveau on voit Emutos, FreeMint, toujours l'erreur de Teradesc, mais cette fois-ci ça va beaucoup mieux, on voit que la fenêtre est beaucoup plus petite et elle rentre dans mon écran, donc ça c'est un succès. Tant qu'on est là, j'en profite pour vous parler d'un bug qui est très pénible. C'est un bug d'Aranim, regardez bien, quand je monte la souris, en fait elle se bloque sur un mur invisible. Et idem quand je vais vers la gauche, je ne peux pas aller plus à gauche que ça. Donc ça c'est un problème. Alors là, l'astuce pour résoudre ce problème, ou du moins pour le contourner, je clique avec le bouton du milieu, et ensuite je clique avec le bouton gauche, pour recapturer la souris. Et là, vous voyez, c'est bon. Je peux à nouveau bouger la souris dans toute la fenêtre. Donc, grâce à ce contournement, avec cette petite manip, ça permet de s'en sortir facilement.
Donc, continuons sur la souris. Vous voyez, par défaut, Aranim capture la souris, c'est-à-dire que je ne peux pas sortir la souris à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Donc, la première question à se poser, c'est comment relâcher la souris, pour pouvoir, par exemple, aller fermer la fenêtre d'Aranim. Donc, je vous ai déjà donné la solution. La solution la plus simple, c'est de cliquer sur le bouton du milieu de la souris, donc sur la molette. Ça permet de libérer la souris. Donc vous voyez la souris, le pointeur de souris qui est blanc, c'est celui de Windows. Donc là, je l'ai libéré. Si je clique à nouveau dans la fenêtre d'Aranim, ça recapture la souris. Sauf que tout le monde n'a pas forcément une souris avec une molette. Donc si vous avez par exemple un touchpad où la molette n'est pas facilement accessible, il y a une autre solution qui est très simple, c'est la touche pause. Donc je vais appuyer sur pause. Et en fait, cette touche, ça permet d'afficher le menu d'Aranim. Alors, je ne vous en parlerai pas plus que ça, parce qu'en fait, dans ce menu, il n'y a rien de très utile pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais sachez que quand le menu est affiché, la souris est aussi libérée. Donc, on peut très bien appuyer sur pause, et ensuite fermer la fenêtre d'Aranim. Ça marche aussi. Donc, pour sortir du menu, donc vous pouvez soit cliquer sur close, ou appuyer une deuxième fois, sur la touche pause. Voilà. Mais je sais que certains portables n'ont pas de touche pause, donc ça peut être aussi problématique. Dans ce cas-là, vous pouvez faire Alt-Tab, et dans ce cas-là, pas de problème, on peut switcher d'une fenêtre à l'autre, et comme ça fermer la fenêtre d'Aranim. Et si vous avez besoin d'un aide de mémoire, vous regardez la barre de titre d'Aranim, on vous indique comment libérer la souris. Et j'en profite pour recentrer la fenêtre d'Aranim. Peut-être que vous avez aperçu cette bande noire en bas là. Donc en fait, l'explication c'est que j'ai choisi une hauteur 600 pixels qui n'est pas un multiple de 16. Et donc ça ne plaît pas au driver FVDI pour Aranim. Du coup, il va réduire la hauteur de la fenêtre au multiple de 16 directement inférieur. Mais c'est absolument pas un problème, ne vous souciez pas de ça. Donc maintenant que vous savez tout sur Aranim, on va pouvoir explorer ce système. Alors comme vous voyez, a priori, ça ressemble beaucoup au bureau des ordinateurs Atari tels qu'on les connaît. Mais en fait, à l'intérieur, c'est très différent. Alors pour vous expliquer, je vais vous montrer quelque chose. Ceci, c'est un schéma que j'avais fait l'an dernier pour le magazine Programmé numéro 229. On y voit les différentes couches du TOS, c'est-à-dire le système d'exploitation de l'Atari ST qui est en ROM. On voit que toutes ces couches reposent sur le hardware, donc c'est-à-dire l'Atari ST, le TT ou le Falcon, par exemple. Les couches de plus bas niveau du TOS, ce sont le BIOS et le XBIOS, qui font principalement l'interface entre les couches de plus haut niveau et le hardware. Au-dessus, on trouve le GEMDOS, qui gère principalement les processus et les fichiers. Par ailleurs, on a la couche VDI, qui gère toutes les primitives graphiques, c'est-à-dire les fonctions qui permettent de tracer des droites, de tracer des cercles, de remplir des rectangles, etc. Et au-dessus, on a la couche AES qui gère tout ce qui est interface utilisateur, donc la gestion des fenêtres et des menus. Au-dessus, il y a le bureau que je n'ai pas représenté, parce que le bureau, en fait, c'est un cas particulier de programme, et on voit que tous les programmes utilisateurs peuvent faire appel à toutes ces différentes couches du TOS, et y compris des accès directs au hardware. Ceci étant dit, vous allez mieux comprendre le rôle des différents composants de l'écosystème FreeMint, car toutes ces couches ont été remplacées par des logiciels libres. La première pierre à l'édifice, vous la connaissez déjà, car il s'agit d'Aranim. Et oui, car Aranim c'est un émulateur, et le rôle d'un émulateur c'est de simuler du hardware. Et dans notre cas c'est encore mieux, parce qu'Aranim va simuler du matériel amélioré. Le deuxième composant, vous le connaissez aussi. Il s'agit d'Emutos. Je vous ai déjà expliqué, Emutos, c'est une ROM qui va remplacer complètement le TOS d'Atari. En fait, Emutos contient à lui tout seul toutes ces couches. Mais dans le cas d'une utilisation avec FreeMint, on va utiliser seulement les couches BIOS et XBIOS qui sont fournies avec Emutos. Enfin, le fameux noyau FreeMint. Alors son rôle principal, c'est de remplacer la couche GEMDOS. Et en fait, c'est un gros morceau, car c'est dans la couche GEMDOS remplacée par FreeMint qu'on va retrouver toute la gestion du multitâche. Enfin, il y a la couche VDI, c'est-à-dire la couche graphique. Elle va être implémentée par FVDI. FVDI, il a la particularité de permettre l'utilisation de drivers. Donc par exemple, on va pouvoir écrire des drivers particuliers pour des cartes graphiques, ou alors pour les modes vidéo étendus d'Aranim.
La couche AES, donc la couche de fenêtrage, elle est implémentée par XaAES. Donc c'est un composant qui est fourni avec FreeMint. Il y a un autre composant que je n'ai pas représenté ici, c'est le bureau. Parce que, souvenez-vous, c'est dans l'arôme du TOS qu'il y a le fameux bureau vert. Donc dans notre cas, on va utiliser à la place TerraDesktop, qui est un bureau alternatif. Donc au final, on voit qu'il ne reste plus rien du TOS d'origine. Et donc on se retrouve avec un système complètement libre. Et ça a beaucoup d'avantages. Je retourne sur Aranim. Et maintenant, on comprend beaucoup mieux ce qu'on a sous les yeux. En fait, c'est seulement la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire le bureau TerraDesk. Je peux le vérifier en allant dans le menu Desk. Si je vais voir la boîte à propos, je vois bien qu'il s'agit de TerraDesktop. Alors tant que j'y suis, je vais aller dans le menu Options et je vais faire Save Settings. Comme ça, je viens de sauvegarder le fichier terradesk.inf et la prochaine fois où je vais démarrer Aranim, TerraDesk va trouver son fichier de config et ne nous fera pas de message d'erreur. Et maintenant, on va aller jeter un coup d'œil à ce que contiennent les disques durs. Alors je vais double-cliquer sur le disque dur C et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a quelques répertoires et un fichier fvdi.sys, donc ça me rappelle quelque chose. Et en effet, vous allez reconnaître le répertoire dans lequel on était tout à l'heure, c'est-à-dire le répertoire Drive C. Alors évidemment, il est bien nommé, et donc vous voyez que on peut tout à fait comparer les deux répertoires, fvdi, gem6, guide, mint, fvdi.sys, on retrouve les mêmes fichiers de l'autre côté. Donc, pour échanger les fichiers entre Windows et Aranim, il va suffire simplement de déposer des fichiers ici, dans ce répertoire. Donc c'est très pratique. Donc par exemple, je crée un nouveau dossier. Je reviens dans Aranim, et pour actualiser, j'appuie sur la touche Échappe. Et immédiatement, on voit que notre nouveau dossier est bien apparu. Donc comme ça, c'est très pratique pour faire des échanges entre FreeMint et Windows. Mais au fait, il y a quelque chose qui devrait vous surprendre un petit peu, parce que sur Atari ST, normalement, il y a seulement des noms de fichiers en 8.3, et là, notre nouveau dossier, c'est clairement un nom long, il y a des majuscules, des minuscules, il y a un espace. Eh bien oui, la bonne nouvelle, c'est que FreeMint gère les noms longs. Et ça marche dans tous les cas, c'est-à-dire pour faire des échanges entre FreeMint et Windows, mais ça marche aussi sur les disques durs. Donc FreeMint gère le format VFAT, avec les noms de fichiers longs sur les systèmes de fichiers FAT. FreeMint gère aussi les autres systèmes de fichiers, il sait gérer la FAT32, alors même que Emutos par exemple ne gère que la FAT16. Et FreeMint, il permet même de supporter des drivers supplémentaires pour gérer d'autres systèmes de fichiers. Par exemple, FreeMint a un driver pour les systèmes ext2, les systèmes de fichiers qui sont utilisés sous Linux. Donc ça, c'est vraiment une avancée phénoménale, c'est-à-dire que avant FreeMint, ce genre de choses était totalement inaccessible sur les systèmes Atari. Donc ça, c'est un très très gros avantage de FreeMint, la gestion des systèmes de fichiers avancés. Alors pour l'instant, mon nouveau dossier, je peux l'attraper et le mettre à la corbeille. Hop, et immédiatement, il disparaît aussi côté Windows. Ça marche bien sûr dans les deux sens. Donc je ferme cette fenêtre et je vais aller voir le lecteur D. Oula, il y a beaucoup de répertoires là-dedans. Alors si je vous dis AppData, Desktop, Documents, Intel ou OneDrive, ça vous dit peut-être quelque chose. Et en effet, il s'agit de mon répertoire personnel sous Windows. Alors ça, c'est un choix qui a été fait par l'équipe de FreeMint. Par défaut, le lecteur D est connecté au répertoire personnel de l'utilisateur sur le système hôte. Donc ça peut être pratique pour faire des échanges rapides. Par exemple, si je vais dans le répertoire Desktop, je retrouve tous les fichiers qui sont actuellement sur mon bureau. Personnellement, je trouve que ça peut être un petit peu dangereux. Alors pour ma part, je préfère aller dans le menu Windows et je fais Close Window pour fermer ce lecteur D définitivement. Et enfin, pour terminer, je vois qu'il y a un dernier lecteur. C'est quoi sa lettre? C'est la lettre U. C'est un peu bizarre ça, parce que d'habitude sur Atari, les disques durs ont seulement quelques partitions, avec des lettres C, D, E, F, mais ça va jamais beaucoup plus loin. En fait, ce lecteur U, c'est la seule chose qui trahit la présence du noyau FreeMint. En fait, ce lecteur U, c'est un lecteur virtuel. Et ce U, ça signifie unifié. Alors on va aller voir tout de suite ce qu'il contient. Je double-clique dessus, et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? D'abord, on trouve des lettres A, C, D. En fait, ça correspond à nos lecteurs.
A, C2 points, D2 points. En fait, chacun des lecteurs du système a aussi un répertoire de premier niveau qui porte la même lettre à l'intérieur du lecteur U. Ce qui fait que si je rentre dans le répertoire C, eh bien je retrouve clipboard, FVDI, etc. Je retrouve exactement les mêmes choses que ce que j'ai ici dans le lecteur C. Et pourtant, vous voyez, le chemin est différent. Ici, c'est C2 points anti-slash, alors que ici, c'est U2 points anti-slash C. Donc ça, c'est une première particularité du noyau FreeMint. Vous verrez tout à l'heure à quoi ça sert. Ensuite, là-dedans, on trouve un répertoire RAM. Alors ça, c'est tout simplement un RAM disk. Donc c'est très pratique sur les systèmes qui n'ont pas de disque dur par exemple. En fait c'est un RAM disk dynamique, donc on peut copier des fichiers vers ce RAM disk et les recopier vers la disquette hein, par exemple. Donc c'est quelque chose de très pratique. Je ressors de là, et qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Là il y a un répertoire proc. Alors je rentre dedans, et on trouve à l'intérieur des fichiers avec des extensions numériques. Donc qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il faut savoir que le noyau FreeMint, il est fortement inspiré des systèmes Unix. Et sous les systèmes Unix, il y a un paradigme qui dit que tout est fichier, y compris les processus. Donc en fait, ce qu'on voit ici, ce sont tous les processus du noyau FreeMint. Donc en fait, ce sont tout simplement tous les programmes qui sont en train de s'exécuter actuellement. Et cette extension numérique, c'est leur PID, c'est-à-dire l'identifiant numérique du processus. Donc en pratique, on ne rentre jamais dans ce répertoire, mais voilà, je tenais à vous le montrer parce que c'est un peu une curiosité. Donc je ressors. Dans le même genre, il y a un répertoire kern, comme kernel, ce qui signifie noyau. Je rentre dedans. Pour info, je peux utiliser la molette de la souris pour descendre, c'est géré par XAES. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que ce répertoire contient tout un tas de fichiers virtuels. En fait, chacun de ces fichiers va donner des informations sur le noyau FreeMint. Par exemple, le fichier cookiejar. Je double-clique dessus. On voit que Teradesc nous propose d'afficher le fichier. Donc ça, cet outil-là, c'est le visualisateur de fichiers texte de Teradesc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est vraiment un fichier dont le contenu est virtuel, qui est fourni par le noyau, qui nous affiche la liste des cookies et leurs valeurs. Donc voilà un très bon exemple de fichier virtuel. Donc il y en a plein comme ça. Il y a aussi autre chose, vous voyez, il y a aussi des répertoires qui ont des noms numériques. En fait, ce sont des répertoires par process. Donc si je rentre à l'intérieur, je vois des informations sur le processus numéro 1. Donc par exemple, des informations sur la mémoire qu'il occupe, sur sa ligne de commande, etc. Donc tout ça, ce sont des fichiers d'informations qui sont internes au noyau. En temps normal, on n'a pas à les utiliser. Donc je ressors à nouveau pour revenir à la racine du lecteur U. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ici, il y a un répertoire dev, comme device. Alors allons voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez, c'est exactement le même principe que sous Unix. C'est-à-dire on a une liste de pseudo-fichiers qui correspondent chacun à un périphérique. Par exemple, modem 1, c'est le port série RS232. MIDI, c'est les ports MIDI. Centre, c'est le port parallèle Centronix, etc. Donc chacun de ces devices, ça permet au programme d'accéder au périphérique. Alors j'en profite pour vous parler des drivers. Le noyau FreeMint, il est plutôt monolithique, mais il est aussi modulaire, c'est-à-dire qu'il permet le chargement de drivers supplémentaires. Et chacun des drivers peut aller créer de nouveaux devices. Donc ça c'est vraiment une grosse nouveauté sur machine Atari, parce qu'avant le noyau FreeMint, on n'avait jamais vu ça. Donc je ressors de là. Et enfin, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Si on regarde bien, on voit qu'il y a un certain nombre de répertoires avec un nom en italique. Alors ici je vois bin, etc, opt, tmp, var. Si vous êtes familier des systèmes Unix, ça doit vous dire quelque chose. Donc pour l'instant, mettons ça de côté, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, on a fait le tour de ce lecteur U, je le ferme, et maintenant, on va pouvoir essayer quelques programmes. Le problème, c'est qu'ici, on utilise un mode vidéo étendu. Ce qui fait que les seuls programmes qui vont marcher, ce sont ceux qui utilisent le GEM, donc c'est-à-dire des fenêtres ou des boîtes de dialogue. Et si on y réfléchit bien, à l'époque du ST, il n'y en avait pas des milliards. Mais j'en ai quand même un qui me vient en tête. Je pense par exemple à STZIP. Alors c'est parti, je libère la souris, je lance mon navigateur favori, et je recherche STZIP.
Alors ça tombe bien parce que la première page qui sort, c'est Atari ST Essential Software The List. C'est un site web qui regroupe un certain nombre d'utilitaires pour Atari. Et on tombe directement sur la page de STZIP. Donc pour mémoire, c'est un logiciel qui permet d'extraire et de créer des fichiers zip sur Atari. Donc il est ici, donc je clique sur stzip.tos, j'enregistre le fichier, je le mets sur le bureau, enregistrer. Voilà, je ferme ça. Pour y voir plus clair, je réduis la fenêtre de log. Et ici, je me retrouve avec stzip.tos. Alors ce fichier, je le connais, en fait c'est une archive auto-extractible. C'est-à-dire que en fait c'est un programme, et quand on le lance, il va se décompresser pour créer les fichiers du programme. Donc en temps normal ça se passe bien, mais ce fichier-là, je l'ai déjà testé avec Aranim et FreeMint, et pour une raison que j'ignore, l'extraction ne marche pas. Donc ça arrive, c'est un bug. Il faudra un jour qu'on arrive à trouver d'où ça vient. En tout cas, on a besoin de l'extraire. Donc une solution, ce serait par exemple d'utiliser un autre émulateur pour extraire ce fichier. Ça marcherait. Mais il y a une autre solution, parce qu'en fait, ce fichier, bien qu'il porte l'extension .tos, bien que ce soit un exécutable pour Atari, ça reste quand même une archive zip auto-extractible. Et j'ai un outil qui va faire l'affaire. Il s'agit tout simplement de 7zip. Alors regardez bien, je prends ce fichier de .tos, donc qui est un fichier particulier, puisque je sais que c'est une archive auto-extractible. Je fais bouton droit, et je vais faire 7zip, ouvrir archive. Et là on voit que 7zip, il ouvre le fameux .tos, mais il a aussi détecté que c'était une archive zip. Ce qui fait qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, il y a un dossier stzip, avec les fichiers du programme. Donc c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je déplace la fenêtre de stzip. Ici à droite, je vais préparer la fenêtre de l'explorateur. Où est-ce que je vais mettre ça? Eh bien dans Drive C, puisque je vous rappelle qu'on est dans Aranim et que le Drive C, c'est le lecteur C de l'émulation. Je vais mettre mon stzip directement ici. Donc je l'attrape et je l'extrais ici sur Drive C. Voilà, donc c'est parfait. Je ferme stzip, je reviens sur Aranim, je double-clique sur C, et là c'est magnifique, on voit mon répertoire stzip. Je double-clique dessus, et bien du coup je vais m'empresser de lancer le programme, c'est celui-là, c'est stzip.prg. Alors pour info, quand il y a un petit tiret devant, ça signifie que c'est un exécutable. Donc je double-clique dessus. Alors ça, c'est le sélecteur de fichiers de XAES, donc vous voyez, il est un petit peu différent de celui dont on a l'habitude. Donc stzip, il nous demande d'entrer le nom d'un fichier .zip, je vais taper par exemple test, je fais OK, et voilà, on se retrouve avec stzip. Donc vous voyez, ça ressemble tout à fait aux copies d'écran qu'on a vues sur le site web tout à l'heure, si ce n'est que ici on a plus de couleurs, donc l'interface est colorée. Donc vous voyez ici j'ai un fichier à créer qui s'appelle test.zip, donc je peux le tester, par exemple je prends quelques fichiers, hop, je clique sur Compress Files, les fichiers sont compressés et voilà, j'ai créé mon archive zip. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça pour exécuter des programmes. Donc on vient de voir comment ça se passe avec un programme GEM, et vous avez vu, ça marche tout seul. Donc maintenant, on va se poser la question des programmes en mode texte. Souvenez-vous, il y a quelques temps, je vous ai montré comment écrire un Hello World en assembleur. Donc c'était juste un petit programme qui affichait une ligne de texte. Donc on va voir maintenant comment ça se passe avec FreeMint. Alors ce programme, je l'ai préparé, hop, il est juste là. Donc je le déplace dans notre répertoire Drive C. Donc il est là, il s'appelle hello.tos. Donc je reviens ici dans la fenêtre d'Aranim. Je déplace la fenêtre de stzip pour y voir un peu plus clair. Je reviens dans la fenêtre de Teradesc et je sors de là. On voit que notre programme hello.tos, il est là. Donc j'ai plus qu'à double-cliquer dessus, sans plus attendre. Et voilà, on voit notre programme Hello World qui marche. Il nous affiche sa ligne de texte, mais cette fois-ci, il ne nous l'affiche pas en plein écran, comme on avait l'habitude sur ST, mais ici dans un environnement FreeMint,
il nous affiche sa sortie dans une fenêtre de terminal. Donc là, on voit qu'on est bien dans un environnement complètement multitâche, parce que ici, on a la fenêtre du terminal, ici, on a la fenêtre de STZIP, là derrière, on a la fenêtre de Teradesc, donc on a bien plusieurs applications. Et tout ça, ça fonctionne en même temps, sans aucun problème. Alors, pour y voir plus clair, je clique à nouveau dans la fenêtre du shell, et je vais réduire un petit peu sa fenêtre. Voilà, donc là, on voit bien nos trois fenêtres. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur la barre de menu. Vous voyez, là, il y a écrit TOSWindow. En fait, ce TOSWindow, c'est le programme qui gère les fenêtres de terminal. Et en fait, comme on est en multitâche, chaque fenêtre a son propre menu. Donc regardez, si je clique sur STZIP, je vois là-haut STZIP. Si je clique sur une fenêtre de Teradesc, j'ai le menu Desk. Et si je reviens sur mon programme Hello.tos, je me retrouve avec le menu de TOSWindow. Donc c'est comme ça qu'on s'y retrouve. En fait, à chaque fenêtre est associé le menu de l'application. Donc tant que j'y suis, je vais vous montrer un peu les fenêtres de XAES. Donc ça ressemble beaucoup aux fenêtres qu'on connaît du GEM habituel. Le bouton en haut à gauche, donc si on est dans un répertoire, eh bien ça remonte d'un cran. Et si on est à la racine d'un lecteur, eh bien ça ferme le lecteur. Ça ferme la fenêtre. Ensuite, à droite, on est habitué à un bouton de plein écran. Alors avec XAES, soit l'application passe en plein écran, soit elle passe en mode fenêtre taille idéale. Donc vous voyez, ça dépend des applis. Ensuite, ici, il y a un nouveau bouton, en fait. Si on clique dessus, vous voyez, ça réduit la fenêtre en icône. Donc ça, c'est bien pratique pour que ça prenne moins de place. Si je double-clique, hop, la fenêtre s'ouvre à nouveau. Il y a aussi une astuce. Si je clique avec le bouton droit sur la barre de titre, hop, vous voyez, ça réduit la fenêtre seulement à sa barre de titre. Donc ça peut être aussi utile pour faire un peu de place. Et enfin, il y a une dernière icône qui ressemble un peu à une barre des tâches. Alors si je clique dessus, eh bien on voit que la fenêtre disparaît complètement. Alors toutes les applis n'ont pas cette icône, par exemple TOSWindow ne l'a pas. Par contre, je retourne dans STZIP et je vois que lui, il a cette fameuse icône. Donc je clique dessus et hop, la fenêtre disparaît. Du coup, maintenant, la question, c'est comment est-ce que je fais pour retrouver mes fenêtres maintenant qu'elles sont cachées? Alors ça, c'est un point essentiel. Vous voyez que vous voyez rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où sont les fenêtres. Alors l'astuce, c'est que tout se passe en haut à gauche, dans le premier menu. Ici, quand on est avec le TOS d'Atari, on trouve les accessoires. Eh bien, quand on est avec XAES, il y a un sous-menu client. Et quand on est dans ce sous-menu, qu'est-ce qu'on voit? C'est ici qu'on voit la liste de toutes les applications et toutes les fenêtres qui sont lancées en ce moment. Donc celle qui a une coche, c'est celle qui a le premier plan, donc en l'occurrence TOSWindow. Et celles qui ont une étoile, en fait, c'est celles qui sont cachées. Donc si je clique sur Teradesktop, voilà la fenêtre que j'ai cachée tout à l'heure. Donc je la retrouve. Et donc idem, si je viens ici, je récupère ma fenêtre STZIP. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est la manière dont on navigue entre les applications avec XAES. Donc si la fenêtre est ouverte, il suffit de cliquer dessus. Et si les fenêtres sont invisibles, on les retrouve avec le menu qui est en haut à gauche, dans le sous-menu client. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et puisqu'on parle de ce premier menu, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Alors j'y retourne. Donc je vais dans Desk, je vais dans Client, on voit la liste de nos applis. Mais regardez ce qu'il y a juste au-dessus. En fait, en haut de la liste, il y a XAES lui-même. Alors je clique dessus, et on voit que ça fait apparaître la barre de menu de XAES. Donc si je vais dedans, je retrouve un item About. Alors je clique dessus, et ça m'affiche la boîte à propos de XAES. Donc vous voyez, elle est assez grande, et en fait on nous explique tous les raccourcis clavier de XAES. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil, ça peut être tout à fait utile. Je clique sur OK, alors là il y a un bug de focus, donc ça arrive parfois. Donc je reviens sur le menu de XAES, et on va explorer le menu Process. Donc là il y a un certain nombre de choses intéressantes. On va commencer par le menu Système. Donc ici on arrive sur une boîte de dialogue qui affiche des informations sur le système. Donc sur la ligne Environnement, je clique sur le plus pour développer la section.
et on voit les variables d'environnement. Alors nous, sur Atari, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à les utiliser, mais dans des environnements de type Unix, c'est essentiel. Donc je referme, et en dessous, il y a une entrée système. Donc je l'ouvre, et on voit notre mode vidéo. On voit qu'on a un CPU 68040, avec une MMU, une FPU, et surtout la protection mémoire qui est activée. Alors ça, c'est le NEC Plus Ultra de FreeMint. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et ici, on a des infos sur le noyau, etc. Donc là, on a quelques informations intéressantes. Je clique sur OK, encore problème de focus, alors je reviens sur XAES, je reviens dans Process, et il y a une autre fenêtre intéressante, c'est ça, c'est le Task Manager. Voilà, donc le Task Manager c'est ça, donc vous voyez, ça nous affiche la liste des programmes qui sont actuellement en cours, et on peut les sélectionner, on peut prendre Hello, on peut les killer si on veut, pouf, voilà, vous voyez qu'il y a ma fenêtre Hello qui a disparu. Avec ça, on peut tout simplement arrêter les tâches, les killer, ou alors simplement les mettre en pause ou les réveiller. Voilà, donc ça c'est un gestionnaire des tâches, comme surtout système multitâche. Voilà, écoutez, on a fait le tour de tous ces programmes. Maintenant, je vous propose qu'on aille chercher d'autres programmes un peu plus intéressants. Alors c'est parti! Le premier programme que je veux vous montrer, il s'agit de Taskbar. C'est un programme qui a été développé par Joeven Skarstein. Donc je vais aller sur mon navigateur favori et je recherche Taskbar Atari. Le premier lien c'est Atari Forum, donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Je descends un peu. Voilà, c'est ce site-là qui nous intéresse, c'est joska.atari.org. Je clique dessus, et ce qu'on cherche, c'est ceci, Taskbar for XAES. Donc je clique dessus, et le lien de téléchargement, il est juste là. Donc je clique sur le lien, donc pas besoin d'enregistrer le fichier, je peux l'ouvrir avec 7-zip directement. Et on voit qu'à l'intérieur, il y a un répertoire Taskbar. Donc, ici j'ai ma fenêtre Drive C, donc c'est parfait. Donc je prends le répertoire Taskbar, je le dézip sur Drive C, et je peux fermer 7-zip, le navigateur, et retourner dans la fenêtre d'Aranim. Voilà. Donc, je reviens sur la fenêtre de Teradesc. Pour l'actualiser, j'appuie sur la touche Échappe. Le dossier Taskbar apparaît. Je rentre dedans et je vois qu'il y a un programme taskbar.prg, et bien j'ai plus qu'à le lancer. C'est parti. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien regardez en bas, il y a quelque chose qui est apparu. En fait c'est une barre des tâches, c'est une barre des tâches moderne. En fait on se croirait un peu sous Windows. Donc il y a un menu démarrer, donc là on peut rajouter des nouveaux programmes si on veut. Et il y a aussi des boutons qui correspondent aux fenêtres ouvertes. Donc vous voyez il y a Teradesktop, TOSWIN 2, STZIP. Donc si je clique sur STZIP, c'est la fenêtre de STZIP qui passe au premier plan. Idem pour Teradesktop, c'est elle qui passe au premier plan aussi. Donc ça c'est très pratique. Et donc le fameux bouton réduire, maintenant il prend tout son sens, parce que regardez, si je clique dessus, la fenêtre de Teradesk, elle a bien été cachée, et donc on ne la voit plus sur l'écran. En revanche, sur Taskbar, le bouton il est toujours là, et cette fois-ci il est en italique. Et c'est cet italique qui signifie que la fenêtre est cachée. Donc si je clique dessus, hop, ça me fait réapparaître la fenêtre. Donc on voit que c'est beaucoup plus pratique, parce qu'on a vu qu'un standard avec XAES, c'est le menu en haut à gauche qui permet de switcher entre les applications. Et en fait, grâce à Taskbar, on peut switcher entre les applications simplement en cliquant sur la barre des tâches en bas. Donc ça c'est vraiment un côté qui est très pratique. Ensuite, vous allez peut-être me poser une question, parce que ici on voit qu'il y a TOSWIN 2. Et pourtant tout à l'heure j'avais un programme Hello qui fonctionnait dans TOSWIN 2, mais ce programme je l'ai killé. Donc pourquoi est-ce qu'il y a toujours TOSWIN 2? En fait c'est parce que la fenêtre de TOSWIN 2 elle a disparu, mais par contre le process TOSWIN 2 il est toujours là. La preuve c'est que ici dans le menu, TOSWIN 2 il est toujours là. Donc si je clique ici sur TOSWIN 2, regardez bien en haut la barre de menu, et bien ça va simplement me faire apparaître la barre de TOSWIN 2. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique aussi.
Ensuite, je veux vous montrer un autre super programme. Il s'agit d'AnyPlayer par Didier Méquignon. Alors c'est parti, je relance le navigateur et je cherche AnyPlayer. C'est parfait, le premier lien c'est la page de Didier, donc je clique dessus. Et là, je descends un peu, et en bas, on peut télécharger l'archive anyplay.zip. Donc c'est parti, je clique dessus. À nouveau, je l'ouvre direct avec 7zip. Dedans, il y a un répertoire anyplay. Donc maintenant, vous connaissez la chanson. Je dézip. Voilà, ça copie. Je ferme ça. Alors, tant que j'y suis, je vous ai préparé une belle vidéo. Hop, la voilà. Et donc, vous allez voir dans quelques instants de quoi il s'agit. Donc, je reviens dans Aranim. Je ressors de Taskbar, je vois le répertoire AnyPlay, je rentre dedans, je descends en bas, et là je vois anyplay.prg. Donc c'est parti, je le lance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien. Alors je vais vous expliquer pourquoi. La raison, elle est ici. Alors je reviens dans le menu XAES, et je vais dans Process, System. Vous voyez ici, on nous dit memprot on. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que à côté de notre CPU, il y a un composant qui s'appelle la MMU. Et la MMU, son objectif c'est de gérer la mémoire, ou plutôt de protéger certaines zones de mémoire. Et FreeMint, il permet d'utiliser la MMU. Alors pourquoi il s'en sert? En fait, il faut bien comprendre que FreeMint, c'est un système multitâche. Donc, par défaut, tous les processus sont dans la mémoire en même temps. Ce qui fait que, par erreur, un processus pourrait aller écraser la mémoire de notre processus. Et donc ça, c'est pas souhaitable, parce que ça pourrait introduire des bugs. Donc, quand FreeMint détecte que le processeur est accompagné d'une MMU, il va l'utiliser pour utiliser la MMU afin de gérer la protection mémoire. Donc, en quoi ça consiste? Bien, tout simplement, ça fait en sorte qu'un programme, un process, ne peut pas aller écraser la mémoire de notre processus. Donc c'est une protection supplémentaire. Le problème, c'est que certains programmes, volontairement ou non, parfois, ils vont accéder en dehors de leur mémoire réservée. Et dans ce cas-là, eh bien, il arrive qu'ils ne fonctionnent pas en mode MMU. Et donc c'est malheureusement ce qui se passe avec AnyPlayer. Donc la seule solution, eh bien, ça va être de démarrer Aranim en désactivant la MMU. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Alors je libère la souris et je ferme Aranim. Ici je suis dans le répertoire Drive C, je reviens dans Aranim. Et là, je vais vous parler maintenant de ces trois exécutables. Le premier exécutable, c'est Aranim tout court. C'est la version normale. En fait, c'est celle qu'on va utiliser par exemple si on rencontre des problèmes avec les autres versions. Le deuxième exécutable, c'est Aranim JIT, et sa particularité, c'est qu'il est ultra rapide. JIT, ça signifie Just-in-Time Compiler. Donc ça veut dire que dans ce mode, Aranim va compiler à la volée le code 68000 en code x86. Et ça a pour effet de produire une émulation qui est vraiment ultra rapide. À tel point qu'aujourd'hui, rien au monde n'est capable d'exécuter du code 68000 plus rapidement que Aranim JIT. Et enfin, le dernier exécutable, c'est Aranim MMU. Donc c'est une version modifiée de Aranim tout court, mais qui supporte en plus la MMU, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la protection mémoire. Aranim MMU, il a un seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de JIT. Donc en fait, il faut choisir soit entre la vitesse avec Aranim JIT, ou alors l'émulation MMU avec Aranim MMU. Pour sélectionner l'exécutable à utiliser, ça se passe en bas, dans le fichier runme.bat. Je fais bouton droit et je l'édite avec Notepad++. On voit que par défaut, avec le setup qui est fourni avec FreeMint, c'est la version MMU qui est utilisée, et ça correspond avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans XAES. Donc je pourrais utiliser Aranim tout court, mais tant qu'à faire, je vais utiliser Aranim JIT pour avoir une version super rapide. Donc j'enregistre, je ferme, et je lance runme.bat. Alors visuellement, il n'y a pas de différence, donc on ne va rien voir de particulier.
On remarque juste au passage que Teradesc, cette fois-ci, a trouvé son fichier de config. J'en profite pour recentrer un petit peu la fenêtre. Et on va aller vérifier dans XAES. Donc je vais dans le menu XAES, je vais dans Process, dans Système, j'ouvre Système, et là cette fois-ci je vois Memprot Off. Donc c'est bon, ça a fonctionné. L'AMMU est désactivé, c'est ce qu'on voulait faire. Donc je clique sur OK, et on retourne voir AnyPlayer. Tiens, au passage, je vois le fichier MPEG que j'ai déposé tout à l'heure. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, AnyPlayer, c'est un lecteur multimédia pour Atari. Donc bien sûr, il faut une machine suffisamment rapide. Donc, je rentre dans le répertoire AnyPlay, je descends un peu, et je double-clique à nouveau sur anyplay.prg. Et là, eh ben, c'est pas mieux. Mais si c'est mieux, regardez dans la barre de menu. Maintenant, on a le menu AnyPlayer. Donc tout simplement l'explication, c'est que AnyPlayer, par défaut, il n'ouvre pas de fenêtre. Donc la seule chose qui est visible, c'est son menu. Alors allons-y. Je vais dans Fichier, puis je fais Ouvrir film, et je sélectionne MPEG. Là on est dans le répertoire AnyPlay, donc je remonte d'un niveau, et en dessous je sélectionne ff.mpg. Ah, je mets un petit peu de son, et voilà ce que je voulais vous montrer. Donc je déplace un petit peu la fenêtre. Donc il s'agit de France 5. Donc France 5 en fait c'est une parodie de Bioban. C'est une parodie française faite par des passionnés. Il y a 6 épisodes. Donc vraiment si vous connaissez pas France 5, je vous recommande chaudement de regarder la série. Elle est disponible gratuitement sur internet. Donc là vous voyez AnyPlay qui fonctionne, mais par contre si vous regardez bien, c'est un petit peu saccadé. Alors il y a un bug quelque part, donc je ne saurais pas vous dire si ça vient d'Aranim ou des Mutos ou d'AnyPlay. Il y a un petit problème de synchronisation entre l'audio et la vidéo. Donc si j'appuie sur F3 pour couper le son, vous voyez maintenant la vidéo elle est tout à fait fluide. Donc ça un jour, bon, il faudra que quelqu'un s'attaque au problème. Donc vous voyez, ben, ça marche tout seul. J'ai installé AnyPlayer, j'ai déposé une vidéo et ça marche. Alors ça marche pour certains fichiers MPEG ou AVI, certains QuickTime. Bon, ça marche pour certains formats, pas tous, mais un certain nombre de formats peuvent être lus comme ça par AnyPlayer. Et maintenant, je vais vous montrer un autre programme intéressant. Il s'agit de Poupoule. Alors je démarre le navigateur et je recherche Atari Poupoule. Alors ça tombe bien, c'est le premier lien qui nous intéresse. Ça se passe sur le site de Darou, sur le donjon Atari. Donc voilà de quoi il s'agit. En fait, Poupoule, c'était une intro Atari du groupe Equinox. Et en fait, Darou a fait une conversion sous GEM. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je descends tout de suite. Ici, il y a plusieurs exécutables pour différents processeurs. Donc je pourrais très bien prendre la version 68000. Mais bon, vu qu'avec Aranim, on a un 68040, je peux prendre la version 68040. Donc je l'ouvre direct. Vous connaissez maintenant comment ça se passe. Ici, je reviens dans Drive C. Je prends Poupoule 040, je l'extrais vers Drive C. Je reviens sur Aranim. Donc vous voyez, j'ai laissé la vidéo d'AnyPlayer derrière, donc pour vous montrer que tout marche bien quand on lance les programmes en même temps. Ensuite, j'ouvre Poupoule 040 et je double-clique sur poupoule040.prg. Alors au démarrage, Poupoule va charger ses fichiers. Bon, ça prend un petit peu de temps. D'ailleurs, j'ai ouvert une deuxième fenêtre, c'était pas nécessaire. Je ferme ça. Et voilà, Poupoule. Donc c'est assez inhabituel de voir comme ça des effets de type démo sous GEM. Mais avec Aranim et FreeMint, XAES, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, je peux mettre les deux programmes côte à côte. Et on a sans problème en même temps à la fois la vidéo d'AnyPlayer et la démo de Poupoule.
Et d'ailleurs, vous entendez, il y a même du son. C'est carrément un module de type Amiga Pro Tracker. Donc on peut jouer les deux sans problème. Donc là, vous voyez, c'est quand même un petit peu mieux qu'un bureau vert avec seulement quelques fenêtres. Maintenant, je vais vous montrer un autre programme intéressant, il s'agit de PM-Doom. C'est une conversion de Doom pour Atari par Patrice Mandem. Alors c'est parti, comme d'habitude, navigateur. Et je recherche PM-Doom. Alors Google me donne des résultats pour PS-Doom, mais c'est pas du tout ce que je veux, donc moi je veux PM-Doom. Voilà. Et le premier lien, c'est celui qui nous intéresse. C'est le site de Patrice. Je vais dessus. Donc on voit qu'il s'agit bien du Doom qu'on connaît. Et il y a deux exécutables, il y en a un pour processeur 68020 ou supérieur, ou pour Coldfire. Donc je prends la première version pour 68020 supérieur. À nouveau, je l'ouvre. J'extrais le répertoire. Je ferme ça. Bon alors, je vais fermer Poupoule, sinon ça risque de poser un problème de son. Donc je fais aussi fichier quitté. Donc je garde AnyPlayer sans le son, comme ça c'est pas gênant. Je ressors de là, et là je vois PM-Doom. Donc c'est parti. Ah, sauf qu'il me manque quelque chose. PM-Doom c'est seulement le programme de Doom. Et donc il me faut un fichier de données. Alors le fichier de données du jeu, on va prendre par exemple la version shareware de Doom. Le fichier de données s'appelle doom1.wad. Donc je retourne dans le navigateur, et je vais rechercher doom1.wad. Alors on le trouve facilement. Je vais aller par exemple sur DoomWiki. Je descends un peu et on peut le trouver ici. Vous voyez, il y a download doom1.wad. Donc je clique dessus. Alors pour le coup, je vais l'enregistrer ici sur le bureau et je vais le déplacer à l'intérieur de PM-Doom. Hop, voilà. Donc je ferme le navigateur et je reviens dans Aranim. Je clique ici, j'appuie sur la touche échappe. Le fichier doom1.wad est bien là. Et ben je refais passer AnyPlay devant quand même pour qu'on le voit bien. Et je double-clique sur doom.ttp. Donc on peut mettre des arguments de ligne de commande, par défaut j'en mets pas. Et on voit tout simplement Doom qui démarre. Voilà. Donc là j'appuie sur Entrée, je fais New Game, hop, et je peux jouer, voilà. Je peux me balader, hop, je peux tirer, il y a du son, et voilà, donc tout simplement ça marche. Alors la gestion du clavier elle est moyenne, tout simplement parce que sous GEM, le clavier, c'est pas... L'API clavier est pas forcément terrible, mais le jeu ne rame pas. Donc voilà, et vous voyez que là j'ai Doom. Je peux le mettre sur le côté, je peux réduire sa fenêtre de log, et j'ai toujours AnyPlayer qui tourne. Donc vous voyez le multitâche de Mint qui fonctionne très bien. Maintenant, je ferme tout ça et on va passer à autre chose. Alors, PM-Doom, AnyPlayer, Teradesc, voilà. Je viens de vous montrer quelques programmes téléchargés sur Internet, mais il y en a aussi quelques-uns qui sont fournis avec FreeMint. Alors on les trouve ici, dans le lecteur U. Et ensuite, il faut rentrer dans OPT. Puis j'aime, et donc voilà les quelques programmes. Je vais m'attarder sur celui-ci, QED. En fait, c'est un éditeur de texte. Donc je rentre dedans, et je lance QED.pp. Xaes me dit que je ne vais pas pouvoir imprimer avec cette VDI, c'est pas grave. Bon, à nouveau, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. C'est parce qu'à cause du problème de focus, on est revenu sur le menu de Teradesc. Mais ici, je peux basculer sur QED. Voilà, donc je vois sa barre de menu. Et je peux faire Fichier, Nouveau. Et donc, voilà la fenêtre de l'éditeur de texte. Et donc là, je peux taper du texte. Et là, c'est la cata. Et oui, c'est le problème classique. En fait, je viens de taper sur les touches de la première rangée du clavier. J'ai tapé AZER, mais ça a affiché QWER. Donc ça, c'est le problème typique du clavier français, clavier anglais. Et donc, comme
L'archive de FreeMint qu'on télécharge est internationale, elle n'est pas spécifiquement adaptée au clavier français. Alors je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Donc il va falloir redémarrer Aranim. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais quitter QED. Et ce que je vais faire, je vais créer un raccourci ici sur le bureau. Comme ça, ça me permettra d'y accéder plus facilement après. Donc je fais Window, Close Window pour fermer la fenêtre d'un coup. Et pour conserver cette icône, je vais aller dans Options, Save Settings. Voilà, comme ça, Teradesc a sauvegardé son bureau. Donc, je sors la souris et je ferme Aranim. La première chose à faire, c'est de passer tout le système en français. Il faut savoir que sur Falcon, le TOS 4 est multilangage, et c'est aussi le cas d'Emutos dans ses versions 512 kilooctets. Sur Falcon, si on veut changer de langue, il faut aller dans le panneau de configuration. Et la langue qu'on choisit est stockée dans la NVRAM, c'est-à-dire la RAM non volatile. Il y a quelques octets de RAM de ce type sur Falcon. Et avec Aranim, vous allez voir, il y a une solution encore plus simple. Donc je reviens dans Drive C, je reviens dans Aranim, je descends et j'édite à nouveau runme.bat. Ici, sur la ligne de commande d'Aranim, je vais rajouter une option. Je vais rajouter "-k fr". Donc ça va avoir pour effet de demander à Aranim de forcer la langue de la NVRAM en français au démarrage. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc j'enregistre, je ferme le fichier et je lance à nouveau runme.bat. Alors là j'appuie sur majuscule. En fait c'est une fonction d'Emutos. Si je laisse la touche majuscule appuyée sur l'écran de démarrage d'Emutos, Emutos attend, donc ça nous permet de lire ce qui est écrit. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit lecteur, dateur, on voit que Emutos est passé en français. Donc ça, c'est tout bon. Donc je relâche la touche majuscule, et le boot continue. FreeMint, Teradesc, impeccable. Donc à nouveau, je replace la fenêtre au milieu, et je relance QED. Bon, toujours cette boîte d'erreur, c'est pas grave. Je fais fichier nouveau, et je tape à nouveau Azer. Et cette fois-ci, c'est super, on voit que ça a fonctionné. Si je tape sur les lettres AZER, j'ai bien à l'écran les lettres AZER. Donc vous voyez, ça c'est déjà énorme. Malheureusement, c'est pas parfait. Parce que si je regarde la rangée au-dessus, par exemple si j'appuie sur 4, ça me fait une apostrophe, c'est normal. Si j'appuie sur 5, ça me fait une parenthèse. Donc ça c'est bon aussi. J'appuie sur 6, et là, ça ne me fait pas le tiret du 6. Sur 7, j'ai bien un accent grave, mais sur 8, j'ai pas non plus le tiret du 8. Donc en fait, le problème, c'est que ce qui est émulé par Emutos, c'est un clavier français Atari. Et le clavier français Atari, c'est pas tout à fait le même que le clavier français PC. Et notamment, sur un clavier Atari, il n'y a pas de tiret du 6 ou tiret du 8. Donc ça, c'est vraiment très agaçant, surtout quand on veut programmer. En 2013, j'en ai eu marre, donc j'ai fait une contribution. En fait, il faut savoir que FreeMint permet de redéfinir la table du clavier. Donc en fait, j'ai construit une table spéciale, qui est une table pour FreeMint et un clavier PC sur l'émulateur Aranim. Donc je vais vous montrer comment on l'installe. Donc je sors la souris et je ferme Aranim. Je remonte un peu. Pour la suite, je vais agrandir un peu cette zone, voilà, ce sera plus pratique. Alors, je rentre dans Drive C, et ensuite, cette fois-ci, je vais rentrer dans Mint. Donc ça, c'est le répertoire principal de Mint, c'est 1.19 et quelque chose ensuite, je vous en parlerai une autre fois. Je rentre dedans, et là, je vais rentrer dans Keyboard, puis dans France, et là, on trouve deux tables du clavier. Alors, French, c'est pour un clavier Atari, et French PC, c'est la table que j'ai construite pour un clavier PC avec Aranim. Donc sur ce fichier, je fais CTRL-C pour le copier, et je reviens ici dans le répertoire 1.19. Là, je fais CTRL-V, et ce fichier frenchpc.tbl, je fais F2 pour le renommer, et je vais l'appeler keyboard.tbl. Donc ça, c'est un nom spécial. Au démarrage, FreeMint, lorsqu'il va trouver un fichier keyboard.tbl dans ce répertoire, il va le charger et remplacer la table du clavier. Alors, testons ça tout de suite. Pour ça, je reviens dans le répertoire Aranim, je descends et je lance runme.bat.
Maintenant, vous connaissez la chanson, on a Emutos, on a le noyau FreeMint, et on arrive sur Teradesc. Donc sans plus attendre, testons QED.app. La boîte d'erreur, comme d'habitude. Je fais fichier nouveau. Alors si je tape AZER, donc ça c'est toujours bon. Maintenant, si j'appuie sur 5, j'ai toujours la parenthèse. Si j'appuie sur 6, j'ai le tiret. Donc ça c'est super. Donc 7, toujours l'accent grave, et 8, le tiret bas. Donc ça marche. Donc vous voyez, grâce à cette nouvelle table, on a toutes les touches du clavier PC français qui fonctionnent bien à l'intérieur d'Aranim avec FreeMint. Alors il y a juste un petit bémol, ce sont les caractères qui sont en bas à droite sur le clavier, comme l'arrobase par exemple. Donc pour une raison que j'ignore, avec Alt-GR sur Aranim ça ne marche pas, donc du coup je les ai remappés sur Alt. Mais du coup, on a un autre problème avec QED, c'est qu'avec Alt, QED croit que ce sont des raccourcis clavier. Donc par exemple, là, on ne peut pas taper l'arrobase dans QED. Donc ça, c'est un petit problème. Tant pis, on ne peut pas tout avoir. Donc pour l'instant, je vais fermer QED. Et on va voir autre chose. Au fait, tout à l'heure, je vous ai montré qu'Emutos était passé en français. Mais on voit qu'ici, tout est resté en anglais. Par exemple, Teradesc est resté en anglais, ainsi que les icônes. En fait, les programmes qui changent de langue automatiquement sont très rares. Mais c'est possible avec XaES. Donc si je vais voir le menu XaES, vous voyez là, il est en anglais. Alors je vais vous montrer comment le passer en français. Donc je sors d'Aranim, je retourne dans le drive C, ensuite c'est dans Mint, 1.19, XaES, et là on va aller chercher le fichier de config de XaES, il s'appelle xaes.cnf. Donc je fais bouton droit et je fais Edit with Notepad++. Alors ce fichier il est un peu long, donc je fais CTRL F et je vais rechercher langue égale, tout court, suivant. Donc c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Alors à nouveau, pour y voir un peu plus clair, je fais langage shell. Et en fait, c'est ici qu'on règle la langue de XaES. Donc on voit que par défaut, on a la langue qui est forcée en anglais. Donc c'est pour ça que XaES est resté en anglais. Donc là, on a deux possibilités. Soit je force langue à FR, auquel cas c'est forcé en français, ou soit, quelque chose que je préfère, je vais mettre un dièse devant. Comme ça, la langue de XaES n'est plus forcée, et elle va prendre la langue du système. Donc maintenant qu'on a Emutos en français, ça devrait passer en français. Alors je ferme ça, je reviens dans Aranim, je lance à nouveau runme.bat. Maintenant vous connaissez tout ça par cœur. Je vais aller voir d'abord le menu de Teradesc. Donc vous voyez, lui, il est resté en anglais. Ensuite, je vais voir XaES. Et là, vous voyez, ça a changé. Le menu, ici, maintenant, il s'appelle Processus. Et on a le menu qui est bien passé en français. Et donc, on peut le voir, par exemple, dans Système, Fenêtre Système et Journal des alertes. Vous voyez, c'est passé en français. Donc ça, en pratique, c'est pas très utile, mais c'est toujours sympa de voir un logiciel qui est traduit automatiquement en français. Donc pour résumer, tout ce qu'on vient de voir, ça ressemble beaucoup au bureau GEM du TOS, avec la grosse différence que ici, on peut lancer plusieurs programmes GEM en même temps, en multitâche. En fait, en 1992, Atari avait déjà sorti un système similaire. Il s'appelait Multitos. En fait, Multitos, c'était le noyau Mint, donc le même qui aujourd'hui est devenu FreeMint, avec un AES multitâche. Et en fait, l'environnement qu'on vient de voir, FreeMint et XaES, c'est plus ou moins la même chose aujourd'hui, mais en plus performant. Et surtout, en libre. Mais il y a une chose qui est vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur Atari. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de TOSWIN2. Alors on va y retourner. Je vais ici dans le menu Desk et je sélectionne TOSWIN2. Je vais dans le menu File, et là je fais Start Shell. Si vous connaissez les systèmes Unix, eh bien ceci doit vous être familier. Il s'agit d'un terminal. Et si on va voir dans la barre de titre, on voit que le shell qui s'exécute à l'intérieur, c'est le fameux bash. Exactement le même shell que celui qu'on a l'habitude de retrouver sous Linux. Donc on voit aussi son prompt, donc le user c'est root, Saturn c'est le nom par défaut qui est donné au système dans le setup de FreeMint par défaut.
On voit le dièse qui indique qu'on est root, et là on peut taper des commandes. Par exemple, si je tape ls, je vois des fichiers, par exemple taskbar.f et poupoule.f, qui ont été créés par ces programmes tout à l'heure. Bien sûr, je peux utiliser l'option longue. Si je fais ls-l, on voit le détail avec la date des fichiers. Alors là, je suis bien content d'avoir le clavier en français, parce que pour taper des commandes, c'est mieux d'avoir un clavier qui correspond au caractère qu'on souhaite taper. Et ainsi de suite. Donc je ne vais pas m'étendre sur le shell. Je vais juste vous montrer une chose. En fait, si je fais ls-l / la racine, qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est là que vous devez reconnaître certainement des choses. On voit bin, etc, opt, etc. En fait, tout ce que vous voyez là, vous le reconnaissez, c'est ce qu'on a vu ici, à la racine du lecteur U. Et donc maintenant, on comprend tout, parce que sur les systèmes Atari, c'est un système qui utilise des lettres de lecteur et des anti-slash, on le voit ici. Par contre, dans les environnements de type Unix, c'est pas du tout pareil. Il y a une racine unique qui s'appelle slash, et puis ensuite les répertoires sont aussi séparés par des slash. Et donc en fait, si on regarde les deux répertoires, eh bien on voit que simplement le slash qui est dans cet environnement de type Unix, ça correspond en réalité au répertoire U2.anti/slash. Et les fameux dossiers qui sont en italique, si on regarde dans le shell, on voit qu'en réalité, ce sont des liens symboliques. En fait, c'est comme si c'était des raccourcis. Ce qui fait que bin, on voit qu'en réalité, c'est le dossier qui se retrouve dans C, mint, 1.19, sysroot, bin, et ainsi de suite pour les autres. Donc, si je suis ce chemin, donc je sors de là, je reviens ici dans l'explorateur. Si je vais voir drive C, alors qu'est-ce qu'on a dit? C, mint, 1.19, sysroot. Donc C, mint, 1.19. Là, j'ai bien un répertoire sysroot, et je retrouve les différents répertoires bin, etc. Et donc, si je vais dans bin, eh bien, je vois tout un tas de programmes qu'on peut lancer en ligne de commande. Alors, bien sûr, il y a seulement un certain nombre de commandes de type Unix qui sont fournies en standard avec FreeMint, mais en fait, on peut en rajouter plein d'autres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec GCC et la Mintlib, on peut compiler quasiment n'importe quel programme Linux pour FreeMint et l'exécuter ici, dans un environnement de type Atari, dans un shell. Alors tout ça, c'est vraiment un monde à part entière, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais sachez que c'est vraiment une énorme possibilité de FreeMint, c'est-à-dire de pouvoir faire fonctionner des programmes POSIX de type Linux. Donc pour l'instant, je vais refermer tout ça. Je vais juste vous dire une chose, c'est que tout ce qui est environnement de type Unix, c'est optionnel. Donc on peut tout à fait utiliser FreeMint et XaES sans rentrer dans des lignes de commande ou des commandes de type Unix. Donc j'insiste là-dessus. FreeMint, à la base, c'est un noyau Atari, et même si en interne il ressemble à Unix, tout ce qui est Unix, c'est purement optionnel. Donc je ferme ça. Donc pour fermer le shell, je vais appuyer sur CTRL-D. Donc ça marche. Je ferme aussi le lecteur U. Et tant que j'y suis, je vais vous montrer une fenêtre spéciale de TOSWIN 2. Il s'agit de la console. Donc je suis bien sur le menu de TOSWIN 2. Je vais dans Windows et je fais Open Console. Alors vous voyez, ça ressemble beaucoup à une fenêtre de terminal, mais la barre de titre est différente. Ici, cette fenêtre s'appelle Console. Donc ici, dans la console, on ne peut pas taper du texte. En fait, elle sert lorsqu'un programme PRG fait des sorties texte. Donc normalement, ça ne doit pas arriver, puisque les programmes en mode texte portent les extensions .tos ou .ttp. Mais si un PRG fait une sortie texte, en fait, ça va sortir ici dans cette fenêtre console. Donc si vous vous attendez à voir du texte et que vous ne savez pas où il est, pensez à aller jeter un coup d'œil à la fenêtre console. Il arrive aussi que cette fenêtre s'ouvre toute seule, donc maintenant, vous êtes prévenus, ne soyez pas surpris. Donc, je ferme cette console. Et pour terminer, je vais vous montrer l'emplacement des différents fichiers de configuration pour que vous puissiez les modifier en cas de besoin. Alors, je reviens ici dans les fichiers et dans le répertoire Aranim. Alors, le premier fichier qui nous intéresse, eh bien, c'est readme.bat. Celui-là, on en a assez parlé. C'est le fichier qui contient la ligne de commande d'Aranim. Ensuite, il y a le fichier config, le voici.
c'est le fichier de config d'Aranim. Alors lui, c'est un fichier de type ini, donc je vais faire langage ini. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on définit? Ici, il y a la taille mémoire d'Aranim. Donc vous voyez, par défaut, on a 64 mégaoctets de fast RAM, donc c'est assez énorme. Donc vous pouvez en rajouter un petit peu ou en enlever selon vos besoins. Ensuite, on trouve ici le hostfs, c'est-à-dire ce sont les répertoires Windows, les répertoires du système hôte, qui vont être accessibles depuis la machine virtuelle. Donc on voit que c'est ici qui est configuré le fait que le répertoire drive C, c'est lui qui correspond au lecteur C2 points. Idem, le lecteur des 2 points, vous voyez, il correspond au répertoire tilde, c'est-à-dire le répertoire personnel de l'utilisateur. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, je continue. Dans Drive C, il y a un fichier qu'on a vu tout au début, c'est le fichier fvdi.sys. Donc lui, je mets langage shell. Donc c'est le fichier de configuration fvdi, pour tout ce qui est graphique. Donc il y a un certain nombre de paramètres. Bon, en général, on n'y touche pas beaucoup. La seule chose à laquelle on touche, c'est ce qu'on a vu au début, c'est comment régler le mode vidéo par défaut, avec la hauteur et la largeur de l'image. Donc je continue, je rentre dans le répertoire Mint. Donc là, il y a un répertoire 1.19. Et le fichier de configuration principal de Mint, c'est celui-ci. Il s'appelle mint.cnf. Donc lui aussi, je vais faire un langage shell. Donc là, il y a tous les réglages du noyau FreeMint. Donc il y en a un certain nombre. Vous pourrez les passer si vous êtes curieux. Et pour info, les fameux liens symboliques qui sont dans le lecteur U, eh bien c'est ici qui sont créés. Vous voyez, avec la commande spéciale sln, on indique le répertoire source, et on indique un répertoire virtuel qui va être créé à la racine du lecteur U. Donc je vous rappelle que le lecteur U, c'est un lecteur virtuel. On ne peut pas copier des fichiers dessus. En revanche, on peut créer des liens symboliques avec la commande sln. Donc là-dedans, il y a par exemple le hostname. On a vu que par défaut, la machine s'appelle Saturn. Vous pouvez le modifier ici. C'est ici aussi que le noyau FreeMint va lancer FVDI. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on peut lancer des programmes automatiquement au démarrage. On peut aussi définir des variables d'environnement. Très important, c'est ici avec la commande gem qu'on va lancer xaes en lançant le programme xaloader.prg. Et puis voilà, donc on peut rajouter plein de paramètres ici. Je ne vais pas m'étendre. Je vais continuer mon exploration. Je rentre dans xaes. Et là, tout à l'heure, je vous l'ai montré, le fichier s'appelle xaes.cnf. Ici, je passe aussi le menu langage en mode shell. Donc je descends, et comme vous pouvez voir, dans ce fichier, il y a énormément de variables qui sont commentées, donc vous pourrez les lire si vous êtes curieux. A noter qu'on peut définir des variables d'environnement. Par exemple, ici, on voit que c'est là que les programmes SDL sont forcés en mode gem. Bon, après, il y a énormément de paramètres, donc je ne vais pas passer sur tout ça. Je vais descendre tout en bas, parce que c'est là que sont les paramètres les plus intéressants. On voit qu'on peut utiliser la commande run, donc c'est ce qui permet de démarrer certains programmes automatiquement au démarrage de xaes. Donc vous voyez, c'est comme ça que TOSWIN2 est démarré automatiquement au démarrage. Et enfin, je pense que c'est la ligne la plus importante, c'est la variable shell, c'est elle qui définit quel est le bureau qu'on va utiliser. Donc vous voyez, par défaut, c'est TerraDesktop. Mais on peut tout à fait utiliser d'autres bureaux, comme Thing, comme Genie ou autres. Donc, eh bien, on en a fini avec les fichiers de configuration principaux. Donc je peux revenir ici sur Aranim. Et pour terminer, je voudrais quand même vous dire un mot sur l'intégration continue. Alors je relance le navigateur, et je recherche à nouveau FreeMint. Donc je retourne sur le site officiel, c'est par là qu'on a commencé, souvenez-vous. Donc je descends un peu plus bas, et donc le fichier qu'on a téléchargé, c'était celui-ci. Le point important, c'est ça. C'est built after each commit. Donc qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que, d'abord, il faut bien se souvenir que les sources de FreeMint sont sur GitHub. Donc à chaque fois qu'un développeur pousse une modif vers GitHub, ça va déclencher toute une machinerie sur les serveurs de Travis CI.
c'est-à-dire c'est un serveur d'intégration continue. Et donc tous les scripts de construction vont construire cette archive. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un développeur va faire une modif, en fait, cette archive va changer. Et donc, cette archive, en fait, elle est mise à jour quasiment en temps réel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra moderne. Et donc ça permet d'obtenir les versions qui sont totalement à jour. Donc si vous venez chercher FreeMint ici, vous êtes sûr d'avoir le tout dernier binaire. Donc ça, c'est absolument essentiel dans le développement. Donc j'y reviendrai parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et maintenant, il est temps de conclure parce que je vois que j'ai été un peu plus long que ce que j'avais imaginé au début. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous avez vu comment ça se passe avec un environnement Aranim plus FreeMint plus XaES. Donc ce que vous avez vu, en fait, ça peut servir de référence. En fait, ça vous montre un peu tout ce qu'on peut faire avec un environnement FreeMint. Donc la machine ici, c'était l'émulateur Aranim, mais tout ce que vous avez vu, on peut aussi le faire marcher sur d'autres machines. Donc par exemple les machines Atari, ST, Falcon, mais aussi d'autres machines ou d'autres émulateurs. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer tout ça à l'occasion. Donc dans tous les cas, j'espère que ça vous servira si vous avez envie de découvrir cet environnement par vous-même. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet de FreeMint et aussi sur beaucoup d'autres sujets différents. Salut!